Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de l'étape numéro 5. Alors, à partir de maintenant, il n'y aura plus de rubrique histoire parce que j'ai pas le temps de les écrire. Je vous parle, enfin, il y aura quand même une petite rubrique histoire, mais je vous préviens tout de suite, je ne l'ai pas écrite. Je vais juste relire un petit peu ce qui était marqué sur la page Wikipédia de cette étape. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous voyez comme favorite, qui vous voyez en difficulté. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et puis n'hésitez pas à aller voir également EPS 2.0 sur la plateforme de podcast, Amazon, Deezer, Spotify, Google et puis TikTok, le débrief juste après l'arrivée. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez faire également un super thanks. Étape numéro 5, déjà le 5e jour de course sur ce Tour de France femmes, avec une étape qui pourrait être une belle chance pour les échappés, peut-être même la dernière chance pour les échappés, parce que je pense que l'étape du lendemain ira au sprint du côté de Blagnac, qu'ensuite ça sera une étape de montagne assez courte et je pense que c'est une des favorites qui va s'imposer. Et après c'est un contre-la-montre. S'il y a une étape qui peut convenir à une échappée sur ces Tours de France, eh bien c'est peut-être cette étape numéro 5. Parce qu'on a un début de journée qui va être pas forcément facile, mais qui pourrait permettre à une échappée de se former. Ensuite, on a une longue descente. Et puis, dans le final, ces 50 derniers kilomètres, on aura pas mal de côtes, en sachant que l'étape est quand même assez courte, donc ça va pas être si facile que ça pour former l'échappée, 127 km aujourd'hui. Puis, la journée n'est pas plate, donc peut-être que toutes les équipes de sprinteuses ne vont pas rouler. En plus, il y a quand même plutôt une domination jusqu'à maintenant de la SD Works. On va peut-être pas tout leur donner sur un plateau non plus. Donc ça peut être une bonne occasion pour une échappée. Pour moi, vraiment, si vous n'êtes pas pure grimpeuse et que vous n'êtes pas sprinteuse et que vous n'êtes pas une grande rouleuse, c'est le dernier moment pour se montrer. Pour les baroudeuses, c'est la dernière étape. Après, il n'y aura pas, je pense, suffisamment de place. Donc ça peut être intéressant sur cette étape. Ça peut être une journée qui peut convenir. Du côté du dénivelé positif, 1722 mètres, c'est la 5e étape du côté de ce classement. On regarde tout de suite la présentation du parcours. On regarde tout de suite le parcours de cette étape numéro 5, donc entre Aunay-le-Château et Albi. Aunay-le-Château, c'est juste à côté de Rodez, donc pour le départ de cette étape. Et donc, vous voyez, on ira traverser l'Aveyron pour rejoindre Albi, les Albigeois, en fin d'étape. Donc, vous voyez, les côtes sont plutôt dans la deuxième partie de course. C'est là où on aura la majorité des difficultés de cette étape. Numéro 5, on regarde tout de suite donc le profil entre Aunay-le-Château et Albi. 127 km, avec une première partie de journée assez surprenante, où on sera sur des petites bosses, des routes en prise, et puis on va voir vers Barraqueville par exemple, et puis au bout d'une trentaine de kilomètres, ça sera grande descente jusqu'un peu après Lunac, donc pendant une vingtaine de kilomètres. Ensuite, on reprendra une petite bosse juste avant la fouillade. Et puis, il y aura les 3 côtes qui vont s'enchaîner en fait assez vite. Entre le kilomètre 70 et le kilomètre 102, quasiment en sommet. Donc, pendant 30 km, on va prendre 3 bosses et 3 belles bosses. Ça commence avec la côte de Najac, 2 km 2 à 7,6 de moyenne. Côte de 3e catégorie au kilomètre 175, avec notamment un passage à 9,2%. On a des bons pourcentages sur cette étape. 7,2, 6, 7, 9, 2, 7, 6, donc c'est costaud comme montée. Pas de descente tout de suite, vous voyez, ça regrimpe encore après cette montée, puis ça redescend. Et au pied de la descente, c'est la côte de la Guépie, 1,6 km à 7,6% de moyenne, côte de 3e catégorie. C'est un bon petit radar, 9,6%, 10,2%. Heureusement, les 600 derniers mètres sont un petit peu plus faciles sur cette montée, mais celle-là, elle peut faire très mal, surtout que cette côte de la Guépie, elle sera à une quarantaine de kilomètres de l'arrivée et elle s'enchaîne avec la montée de Castelfadez
qui sera sprint bonification. Voilà, donc vous voyez, pendant une bonne dizaine de kilomètres, ça va grimper. On redescend pour le sprint intermédiaire au kilomètre 99,5 avant à Monestiès, avant cette côte de la même commune, la côte de Monestiès, 1,7 km à 6,1 de moyenne, côte de 4e catégorie au kilomètre 102. Celle-là est un petit peu plus facile, mais on aura quand même 6,2, 6,7. Donc voilà, quand même des pourcentages sur les deux premières côtes. Et ne pas oublier Castel-Fadez, qui va être dur. Et puis ensuite, la fin de journée, plate, voire même une petite descente avant d'entrer dans Albi. On regarde tout de suite le final. Eh bien, vous voyez, c'est pas très technique sur la première partie. Voilà, on va prendre le contournement ici, parce que là, c'est par rapport au départ, là, c'est l'arrivée. On va passer comme ça, mais il n'y a pas de grands soucis pour cette arrivée. C'est très rectiligne. Voilà, ça risque d'aller vite. Pour un sprint, ça ne sera absolument pas dangereux pour cette étape. On regarde tout de suite les segments Strava. Du côté des segments Strava, on commence avec le premier, c'est la côte des Combalous. Côte qui a été réalisée, meilleur temps, réalisé par India Granger en 15,4 km/h en 3 minutes 22, qui est même dans les meilleurs temps hommes-femmes confondus. Elle est 4e. Elle a réalisé ce temps le 18 juillet 2023, donc en reconnaissance de cette étape pour la concurrence de l'équipe COP. Et sinon, le précédent chrono meilleur temps avait été réalisé par Anna Anderson, Amber Krak et Tonste Bergquist, les équipières de la Jumbo-Visma, mais donc il a été battu par India Granger. La deuxième côte du jour, c'est la côte de Laguépi, et là c'est Ruth Astle ou Asle qui a le meilleur temps. Et particularité, ce n'est pas simplement une course cycliste, c'est une spécialiste du triathlon, donc qui avait fait le meilleur temps en 6,08. Parmi les bons chronos chez les amateurs, j'ai Lucas M qui a fait 19,2 km/h en 4 minutes 28. C'était le 15 août 2019. Voilà, si vous voulez savoir au niveau des chronos. Et on est aux alentours de 400 watts pour cette montée. Et puis à la côte des Monestiès, je ne sais pas trop comment on doit prononcer parce que j'ai plein d'écritures différentes au niveau de cette difficulté. Et ça appartient le meilleur temps en 5 minutes 34 à Manon Souiris, qui avait remporté la Coupe de France 2015 en 5 minutes 34. Et du côté du garçon, c'est Daniel Laudebat qui a le meilleur temps en 2 minutes 57 à 33,9 km/h. Mais je me méfie quand même, vu que ça a été réalisé le 8 juillet, qu'il y a quand même une grosse différence, plus de 30 secondes, avec le meilleur temps réalisé par Sébastien Reichenbach en 3 minutes 29 à 28,7 km/h à 471 watts de moyenne. Donc il faudra se méfier du temps de Daniel Laudebat. On regarde tout de suite donc la partie histoire rapidement. Alors normalement j'aurais dû vous faire un léger débrief du Tour de France 2013, avec l'étape numéro 7. Étape donc, qui est arrivée du côté d'Albi en partant de Montpellier. Donc là je vous lis ce que nous disait Wikipédia, une échappée composée de 2 coureurs, avec Biel Gadri et Jens Voigt qui a animé l'étape. C'était Biel Gadri qui avait réussi à prendre le maillot à pois ce jour-là, avec notamment l'aide de Romain Bardet qui avait pris des points devant Pierre Roland. Et puis on avait eu un groupe Eto qui s'était formé, et le sprint c'était donc Sagan face à des sprinteurs moins performants, vu que Cavendish et Greppel avaient été lâchés. Donc Sagan s'était imposé devant John Degenkolb, Daniele Benatti l'italien, Kwiatkowski et Dval Boissenhagen. Donc c'était un sprint assez surprenant. On avait Tony Galopin 7, Arthur Vichot 8 et Sylvain Chavanel 10e de l'étape. Et à ce moment-là, du côté du général du Tour de France, eh bien c'était Daryl Impey qui était en tête avec 3 secondes d'avance sur Dval Boissenhagen, et Simon Garant c'était à 5 secondes. On continue avec le cycliste du jour, c'est Lilian Calmejane. Et oui, Albi, que serait Albi sans Lilian Calmejane?
professionnel depuis 2016, au départ chez Total chez Direct Énergie, et puis désormais chez Intermarché. Entre-temps, il était passé chez AG2R. Une étape sur le Tour de France en 2017. On se souvient, il avait notamment été victime de crampes, mais il avait quand même réussi à s'imposer. Une étape en 2016 sur la Volta, là aussi il avait été costaud sur cette étape-là. Drôme classique en 2018, classique de l'Ardèche en 2019, étoile de Bessèges et circuit de la Sarthe en 2017, Paris-Camembert en 2018. Moi, ça fait partie des coureurs que j'ai toujours trouvé que c'était un peu une déception. Quand tu regardes quand même son début de carrière et maintenant où il en est, Lilian Calmejane, ce qu'arrive à produire Lilian Calmejane, c'est décevant. C'est-à-dire que c'était un mec qui était présent sur les Coupes de France. Alors oui, sa victoire sur le Tour de France, c'était peut-être pas la plus grosse échappée de l'histoire, mais sur la Volta, il avait été très très costaud. Quand tu vois aujourd'hui où il en est, Calmejane, il y a quand même une belle régression par rapport à son niveau, surtout depuis la Covid. Je trouve qu'il a quand même pas mal de mal. Son passage chez AG2R n'a pas été très concluant. Derrière, chez Intermarché, pour le moment, ça n'a pas été non plus une grande réussite dans la formation belge. C'est toujours un petit peu tristoun. Du côté de la météo, grand soleil avec un vent qui va être très calme, au maximum 15 km/h, température entre 28 et 32 degrés. Du côté de ma stratégie, soit une échappée s'impose, mais il faudrait au moins qu'il y ait 8 coureuses dans cette échappée, soit un sprint avec des filles qui passent bien les bosses. Du côté de mes favorites, j'ai mis Lotte Kopecky. Je pense qu'elle est capable de passer les différentes bosses aujourd'hui. J'ai mis Finanza en échappée. Ashley Moolman aussi, au cas où ça roulerait un petit peu plus fort. Et puis en grosse cote, j'ai mis Audrey Cordon-Ragout. Là aussi, si c'était une échappée, mais j'ai peur que ça soit un peu trop dur pour la Française. Du côté du programme télé, départ fictif à 14h. Le Suquet à 100 km de l'arrivée entre 14h56 et 15h. La côte de Najac entre 16h07 et 16h18. Et l'arrivée prévue entre 17h20 et 17h39. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!